Mais voilà, la conversation a bien commencé depuis un certain moment puisque nous sommes dans un café. Et donc, je n'ai pas à saluer les gens que je ne vois pas puisque nous sommes censés recevoir des gens qui viennent nous voir. C'est du vivant, c'est du vécu. Alors là, il y a avec nous Dodo Diène, qui est intellectuel et qui a beaucoup connu, côtoyé et Semben Ousmane. Et simplement dit tout d'abord, c'est Ousmane Semben ou Semben Ousmane Semben, voilà. Pourquoi Ousmane Semben? Parce que chez nous, quand on appelle quelqu'un, on commence toujours par son prénom. Et Ousmane Semben, et Semben, c'est son nom de famille, contrairement aux Ivoiriens. Parce que quand vous entendez les Ivoiriens, par exemple, ils parlent de Laurent Gbagbo, ils disent Gbagbo Laurent. Ils commencent par le nom de famille et ils donnent le prénom après. Au Sénégal, c'est le prénom qui précède le nom de famille. Mais Brice Aounou a aussi une version supplémentaire. Il semble que dans les deux noms, il y a quelque chose qui embêtait Semben. Oui, c'est des choses comme ça qu'on entend justement dans un café. Nous sommes au Café Africa. Semben voulait se faire appeler Semben. Parce que c'était le nom de sa famille. Et qu'Ousmane, il pensait qu'Ousmane, c'était un nom peut-être un peu importé, d'origine arabe. Donc cela dit quelque part de lui son engagement déjà. C'est-à-dire que tout le combat de Semben Ousmane ou Ousmane Semben partait déjà par le nom. Absolument, il a non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, et là c'est la pulsion identitaire lébou. Parce que Ousmane Semben, c'est un nom lébou. Oui, en effet. Moi, je suis lébou. Diène. Quand vous dites au Sénégal Diène, vous dites Semben, on sait de quelle ethnie, de quel groupe vous appartenez. Et il est lébou. Les gens de la Cap-Vert, du Cap-Vert, du bord de mer. C'est nous qui avons habité là depuis des siècles. C'est un peuple de pêcheurs. C'est Semben. Ouais. Semben, pour un Sénégalais, ça résonne. On sait de quelle famille il appartient. Et ça veut dire quoi, Semben? Mais c'est un nom de famille, comme moi, Diène. Est-ce que c'est un nom aristocrate? C'est un nom... Non, oui, ça pourrait l'être. Nous, par exemple, les Diènes, quand vous dites les Diènes au Sénégal, on sait qu'on appartient à ce qu'on appelle les Kagan. Dans la hiérarchie médiévale sénégalaise, il y avait les Damel, et puis ensuite, il y avait ce qu'on appelait les Kagan et les Laman. Mais c'est intéressant parce que... Semben, sûrement, il appartient à une des grandes familles lébou. Oui, c'est intéressant parce que c'est peut-être l'une des dernières sociétés où le nom identifie à ce point l'individu qui parle et peut même avoir une influence sur son destin. C'est quelqu'un qui porte tel nom doit se comporter de telle manière. Oui, avec le côté négatif qu'il faudra garder, notamment pour le Sénégal, parce que au Sénégal, on reconnaît les gens au nom de famille. Le nom de famille résonne tout de suite, on identifie. La lignée, on voit très loin. Mais malheureusement, ces noms sont encore porteurs au Sénégal de la hiérarchie médiévale de la société traditionnelle sénégalaise. Ce qui fait que, c'est le côté négatif, disons, quand vous donnez un nom d'un Sénégalais, le nom de famille, on sait s'il appartient globalement à des familles de la haute noblesse ou à des familles qu'on appelle esclaves. On a encore ça au Sénégal. Non pas dans la mémoire, mais dans l'existence. Les noms, il y a des noms de famille qui sont associés traditionnellement aux classes inférieures, par exemple. Bien sûr. Bon, ce n'est pas le cas de Semben, mais cette association du nom et de l'identité et du lignage est une des caractéristiques identitaires très profondes au Sénégal, ce qui fait que la question des castes n'est plus discutée officiellement, elle est légalement interdite, mais au Sénégal, quand quelqu'un donne son nom de famille, globalement, on sait à quel caste il appartient. Ouais, ça crée des distinctions. Mais ce Semben Ousmane dont on parle depuis quelque temps, et comme dans un café naturellement, et sans avoir l'obligation de bien signaler qui il est. Alors Brice Aounou, dis-nous qui est ce Semben Ousmane Semben? Oui, Semben Ousmane, une longue histoire, une très longue histoire. Parce que Semben, c'est un homme du refus, un cinéaste du refus, un tchédo, on en parlera tout à l'heure. Mais pensez à ce garçon qui naît en 1923. De nos recherches, il y a 3 dates de naissance. Il serait né un 1er janvier, il serait né un 8 janvier, il serait né un 9 janvier. Et pourtant, tout cela se résume à la naissance d'un homme.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que Saint-Ben étant à l'école, son instituteur, un Européen, lui donne une gifle un jour, pour des motifs probablement d'écolier. Et que fait Saint-Ben? Tout de suite, il rend la gifle, Doudou. On n'a pas eu de l'ébou tout à l'heure, c'est un peuple de pêcheurs, des gens qui ont une certaine idée d'eux-mêmes, donc c'est quelqu'un qui n'a jamais plié. Et donc, il est renvoyé de l'école, et il va rentrer tout de suite, on dira, dans la vie active, Saint-Ben Ousmane. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est enrôlé au moment de la guerre, parce que, comme vous savez, ces peuples africains de l'Afrique de l'Ouest étaient sous le destin, ou plutôt étaient sous, on va dire, l'emprise, à l'époque dite coloniale, française, et qu'on enrôlait des gens pour aller faire la guerre, 39-45, certains même allaient s'enrôler pour aller combattre pour la mère patrie lointaine qu'est la France, et Saint-Ben s'est enrôlé. Et donc là, il faut dire que son œuvre a un lien avec tout ce qui va lui arriver dans sa vie. Absolument. Il y a ce soldat, celui qui va faire la guerre, mais puisque l'œuvre cinématographique va venir plus tard, et il va se retrouver docker à Marseille. C'est ça. Oui, c'est ça. Et la guerre se termine, et puis, donc, parce qu'il a combattu, il a appartenu à la 6e brigade, ils ont traversé l'Afrique, ils sont rentrés en France, ils ont été jusqu'en Allemagne, jusqu'à Baden-Baden. Donc il a une expérience de l'Europe. Et il s'aperçoit que le fait colonial a ses limites. Et quand il est démobilisé, il rentre en Afrique. Mais entre-temps, ses collègues qu'on a ramenés en Afrique avec lui, certains connaissent la mésaventure de Tiaroy en 1944. C'est-à-dire que des soldats qui réclamaient leur paye pour avoir combattu pour la France, certains sont mis à mort. Et il refait le chemin inverse, Saint-Ben. Et là, il va venir à Marseille, il s'installe comme docker. Comme docker, avec des images quand même impressionnantes de cette affaire de Tiwaï, puisqu'il va en faire un film assez émouvant. Bien plus tard. Que vous allez voir, sûrement. Tiwaï, je connais bien parce que on en a souvent parlé, lui et moi, et puis avec un autre ami, Tcherno Sow, qui était un cinéaste aussi, ils ont fait les deux. Tiwaï, c'est Tcherno et Saint-Ben qui l'ont fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé par parler de Tiaroy, parce que Tiaroy est emblématique. C'est le film de la violence, de la colonisation et de la profonde injustice, masquée évidemment dans la mémoire française, de soldats africains, sénégalais, on les appelait soldats sénégalais, mais c'était de toute l'Afrique de l'Ouest, qui rentraient de la guerre après avoir combattu pour libérer la France, libérer l'Occident du nazisme. Donc un acte de libération. Bien sûr. Et ça, c'est une démarque aussi. Saint-Ben a appris, c'est une leçon. Et qui rentrent et qui n'ont pas été payés. On les a parqués d'abord là-bas, à Tiaroy, dans la banlieue de Dakar. Ils n'ont fait que réclamer leur salaire avant de rentrer dans leur village. Simplement. Le dû. Et ils ont été massacrés. Et cette histoire, elle est en train. Dans leur sommeil. Elle n'est pas encore totalement écrite parce qu'il y a des documents et des archives qui sont encore gardés par la France. Donc ça a blessé votre génération, ou celle de Saint-Ben aussi. Notre génération à tous, oui. C'est une insulte, c'est une gifle, c'est une injustice, c'est une blessure profonde. Et qui a été à l'origine, moi j'étais ce qu'on appelait le lycée Van Vollenhoven. C'était le grand lycée de Dakar. Et c'était le lycée où l'élite coloniale Afrique de l'Ouest, France blanche, envoyait ses enfants. Et nous, qui venions de ce qu'on appelait, entre guillemets, grande famille, on avait la chance de se retrouver dans ce lycée. Ce qui fait que quand vous regardez les photos de l'époque du lycée Van Vollenhoven, sur le plateau de Dakar, là-bas, dans la partie qui était à l'époque blanche, parce que les Français se mettaient à côté, ils faisaient du séparatisme déjà, et on était 3 ou 4 Africains noirs. Tout le reste, c'était des petits blancs et des petites blanches, etc. etc. Et donc, ça, c'est dès cette époque-là, à ce lycée, que nous tous, qui venions de grandes familles traditionnelles, nobles, fiers, tout le monde au Sénégal a cette fierté culturelle, parce que nous savons d'où nous venons. Nous avons une culture extrêmement profonde et ancienne et millénaire. Le racisme ne nous a jamais touchés sur place, parce que c'est nous qui avions du mépris pour le blanc. Et on appelait le blanc le toubab. Le blanc. Et donc, dès que nous sommes rentrés au lycée et qu'on a rencontré le racisme, là-bas, dans ce lycée de blancs, on était 3 ou 4 Africains, on rigolait des blancs quand ils faisaient du racisme parce que nous, on les méprisait. Tout profond. Et donc, c'est là
que l'histoire de Thiaroye, on a commencé à en entendre parler et a été une des sources de notre formation politique et de notre combat contre le pouvoir colonial. Donc c'est l'élite de la jeunesse intellectuelle africaine qui a été informée tout d'abord par cette histoire. Il y a la tradition orale, parce que ce n'était pas à l'époque écrit, mais l'histoire était enregistrée par la mémoire des Lébous, parce que surtout la côte, c'est les Lébous, Thiaroye, c'est une région de Lébous. Et on ne se rend pas compte que la mémoire traditionnelle, elle est plus dense et plus forte que la mémoire écrite. Elle se garde. Elle se traduit par les chants, la musique, beaucoup de l'oralité, mais elle a une très grande profondeur et qu'on se passe le soir dans les familles. Quand le film de Sembène est paru, parce que là on a une possibilité de faire savoir à toute l'Afrique ce qui s'était passé. Et est-ce que vous l'avez vu à ce moment-là, ce film? J'ai vu le film d'abord. J'étais avec Thierno Sow, son collègue, ce sont deux metteurs en scène qui ont fait le film. J'ai été informé de la préparation du film. Et évidemment, moi j'étais déjà ici, j'étais droit et Sciences Po, Maxel, tout ça. Et on a commencé à en parler. Et donc je savais que j'étais informé du processus de préparation du tournage du film et de toute l'histoire. Ouais, on a parlé de ce film et en premier parce que c'est vraiment le film emblématique de Sembène Ousmane et qui a touché toute l'Afrique et hors de l'Afrique. Mais en fait, on va faire un petit retour pour le retrouver simple débardeur à Marseille. Il est docker. Oui, il est docker. Et quand il est docker, évidemment, avec sa conscience d'avoir retraversé dans l'autre sens l'Afrique et d'être venu à Marseille, il va s'engager dans l'action syndicale. Pourquoi l'action syndicale? Parce qu'il était un peu souffreteux. La guerre, et comme il était un peu de santé fragile, les poumons et autres... il se plante dans les livres. Donc voilà, il rentre dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la bibliothèque coloniale, pour reprendre une expression de Mondimbe, un historien africain qui est aux États-Unis, la bibliothèque coloniale. Là, il découvre des livres des livres qui lui parlent de la littérature de cocotier, de banane, et il dit non, cette Afrique-là n'est pas la mienne. Ce que je lis là n'est pas mon Afrique. Eh bien, il faut que j'écrive. C'est-à-dire que c'est des récits d'Européens sur l'Afrique. Voilà, donc... des voyages, des correspondances. La littérature coloniale. La littérature coloniale. Il la découvre et il se dit tout de suite, mais je ne me reconnais pas là-dedans, dans ce que je lis là, c'est des clichés. Eh bien, il faut que j'écrive moi-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il écrit La vie de Docker. Cette histoire qu'il écrit, histoire très curieuse d'ailleurs, parce que dans cette histoire, c'est un Africain qui fait un livre, et ce manuscrit lui sera subtilisé, volé par une compagne française qui venait le fréquenter. Et en pleine colère, il essaie de récupérer ce manuscrit. Bon, ça se termine mal, cette femme meurt. Et ce jeune homme se retrouve au tribunal. Et même le tribunal le condamne en disant qu'il n'est pas l'auteur du livre. Voilà, Sembène met en scène cette histoire, le Docker noir. Finalement, c'est spoliation. C'est une histoire de spoliation il se sert d'un livre pour raconter, d'une certaine façon, l'Afrique spoliée. C'est ça. Donc, les 10 premières années de son acte d'écriture, donc, il va écrire plusieurs romans, dont celui-là qui est le plus important. Et puis, juste après... Non, mais le Docker, si on s'arrête, c'est très étonnant, et Dodo Diène, c'est très rare qu'on écrive un premier livre sur ce qui nous arrive directement. Généralement, c'est une rémémoration, c'est la nostalgie du pays natal, c'est toujours le pays qu'on a quitté. Et est-ce que c'est le côté, j'allais dire, communisant, le côté qui lui a fait parler de sa condition ouvrière? Oui, parce que chronologiquement, il est certain que, bon, Sembène, qui vient du Sénégal, qui a une sensibilité anticoloniale profonde, qui vient à la fois de son origine lébou. Les Lébous sont connus comme étant une ethnie rebelle. Bien sûr. Et fier. Une ethnie rebelle. Et d'ailleurs, aux indépendances, on a voulu créer une république lébou. C'est pareil du Sénégal. Tout de suite, très fier, avec une hiérarchie sociale forte et des rituels religieux et mystiques. Bien sûr. Dont le Ndop. Les céleri de transpossession. Très profond. Donc Sembène est parti de cette culture-là. Alors cette culture de rébellion, teintée de mysticisme, mais de toujours grande conscience là, sociale. Sembène, quand il est venu en Europe, il est venu avec ça. Bien sûr. La source était là.
c'est là que donc, avec son contact avec le politique, Bien et le sûr. communisme et le socialisme, c'est là que tout ça a germé Bien sûr. en profondeur et le cheminement s'est fait, l'écriture, C'est ça. le travail dans le port, etc. et tout le reste. L'action syndicale. Parce qu'en fait, l'action il était en syndicale. bibliothèque, mais en même temps, il était dans le syndicat. Donc J'étais- c'est à la fois un mélange d'un jeune garçon souffreteux qui ne pouvait pas être débardeur à transporter des gros sacs Ouais, énormes, parce qu'il était fragile, comme on ouais. voit sur les cartes sûr. postales, mais aussi, disons, des origines lebou, et il était déjà verticalement un contestataire, Il était rebelle par nature, par culture. par culture. Voilà. Et Ça- l'expérience de la guerre l'a conforté dans l'idée justement C'est ça. de sa rébellion et sa conscience politique. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'a pas resté longtemps à l'école, qu'il a été envoyé, il était rebelle à l'école. Où est-ce qu'il a eu cette formation? C'est la bibliothèque coloniale? Non, pas encore, puisque là, il était en Afrique. À Oui, l'époque. mais ça veut dire pour écrire le Docker. Non, c'est ce que Doudou Diène disait tout à l'heure. Il a conscience de son origine, son ascension sociale. Et fier d'être Et fier. Oui, je sénégalais. sais, mais c'est il faut un écrire Tchéco. quand même. Mais Il faut c'est écrire les Mais phrases. il a faut- Mais commencé déjà, par au rendre Sénégal, les premières il lisait gifles. déjà Ouais. Saint-Ben, parce que comme nous tous, à l'époque coloniale, vous savez, c'est la complexité de l'époque coloniale, c'est que bon, le savoir colonial était un des instruments de domination. Bien sûr. Et il s'agissait de nous zombiiser, littéralement d'effacer toute identité, tout savoir et le remplacer par le savoir occidental. Mais comme nous avions nos racines extrêmement profondes et nos savoirs qu'on se passait le soir dans les familles d'une manière très profonde, ce savoir colonial était absolument superficiel. Ça ne pouvait Et- pas et pénétrer sous Ça la ne pouvait peau. pas pénétrer en profondeur. Mais en même temps, nous savions que nous devions avoir accès au savoir colonial comme moyen de résistance. Donc sûr. nous tous, grandis au Dakar, dans les villes coloniales, nous étions assoiffés et affamés de lecture. Tout ce qu'on voulait nous enseigner, nous le prenions. Bon, alors qu'est-ce que vous lisiez au lycée, à ce lycée où l'aristocratie sénégalaise allait? On lisait. La bibliothèque, Bon, qu'est-ce qu'il y avait? D'abord, on est arrivé au lycée, la tête et le corps et l'esprit plein d'un savoir traditionnel extrêmement profond. Oui, vous étiez Bon, formé. nous étions formés, nous sommes formés, rebelles. Mais maintenant, et il tout. faut avoir la culture Et de l'autre. ensuite, arrivé dans nos lycées, nous avons immédiatement, parce que bon, beaucoup d'entre nous, bon, mon père, moi, était un intellectuel aussi, etc. Nos parents, même mon père avait déjà quelques livres, et nous étions assoiffés, et donc, nous étions absolument beaucoup plus affamés de lecture que les petits blancs qui étaient avec nous dans les écoles. On lisait tout ce qui nous tombait sous la main. Et quels étaient les écrivains qui étaient à la mode, dont vous vous souvenez peut-être? Nous lisions tout ce qui nous tombait sous la main. Ce qu'on nous enseignait et ce que nous, et d'ailleurs à Dakar, nous qui avons grandi à Dakar, nous passions notre temps à chipoter dans les librairies des petits blancs. On volait les petits livres et on se les passait. Ah, vous passez les livres. Ouais, Ah ça, oui, on c'était- se les passait, on les volait quelquefois dans les bibliothèques des blancs et nos petits copains français aussi quelquefois nous en passaient et on se les passait. Mais Je dois dire cette que- soif d'apprendre, et vous dites que vous étiez verticalement formé, vous avez une grande conscience de ce que vous êtes, où le racisme ne pouvait pas pénétrer Non. sous votre peau, et parce que d'abord vous vous opposez à ce racisme mépris ancestral, et donc oui. Mais cette soif d'apprendre, est-ce qu'elle était uniquement faite dans l'esprit d'arriver par le savoir à dominer l'autre, c'est-à-dire les envoyés coloniaux qui étaient au Sénégal, de leur démontrer que vous pouvez savoir même leur propre culture mieux Mais que... ce que nous avons appris de notre culture traditionnelle de résistance, que le Sénégal a une histoire très profonde de résistance à la fois guerrière, de résistance mystique musulmane, de résistance mystique de la mystique traditionnelle africaine, et tout ça nous baignait. Moi, je viens d'une famille où mon grand-père, Bougouma Aramdienne, a fondé la deuxième ville de Thiès, et nous sommes, on nous appelait des familles princesses nobles, les Kagan, mais nous avions une formation intellectuelle traditionnelle. Nous connaissions les grandes figures et on nous enseignait à aimer les grandes figures et à les suivre et à avoir un certain nombre d'actes nobles. Et donc, nous étions tout de suite intéressés par les grandes figures coloniales qu'on voulait nous imposer, qu'on voulait nous apprendre. Nous étions prêts à les connaître. Mais
Gardez à l'esprit la complexité du savoir dans l'ère coloniale. C'est-à-dire que ce que nous étions en train d'apprendre du pouvoir colonial était ce qu'on voulait nous formater au lycée, d'abord. Mais n'oubliez jamais qu'avant d'aller au lycée, nous étions à l'école primaire. Et l'école primaire, moi je me rappelle bien, une des sources de ma conscience politique et ma sensibilité intellectuelle, poétique et tout, vient de mes instituteurs. Nous avions des instituteurs sénégalais. Et qui étaient eux, qui avaient une conscience politique extrêmement, très profonde. Et c'est eux qui, derrière les programmes que le colon voulait que nous enseignent, nous enseignaient également nos figures traditionnelles africaines et sénégalaises. Ils nous passaient quelquefois des livres. Donc, une des racines de notre conscience politique et identitaire vient de nos enseignants, bien d'abord de nos familles traditionnelles, puis le soir, après le dîner, quand on mangeait, on se retrouvait dans la scène africaine traditionnelle. C'est pour ça que vous avez dit, vous avez appelé la rencontre café, moi j'ai dit les pench. Le pench, c'est le lieu où les gens se retrouvent le soir. Et on parle. C'est là où les échanges se font. Où les anciens parlent, passent des informations. Et où toute la mystique, le ciel, les étoiles, les djinns, que très profondément, tout était mystère. Donc tout ça... C'est là qu'on a appris. Et ensuite, l'école primaire tout ça, Doudou a concerté ça avant d'arriver au lycée. C'est pour essayer de pénétrer dans la tête du jeune docker de Marseille qui vient de commencer son premier livre, ce qui lui a donné l'autorisation de l'écrire et de l'écrire de cette manière. Mais vous avez dit un mot tout à l'heure, vous avez dit Thiès, c'est ça? Thiès, c'est la ville, ouais, la seconde ville du Sénégal. Oui. C'est mon grand-père. L'un des plus connus des romans de Sembène Ousmane, c'est l'histoire d'une grève. Oui. Et la grève des cheminots de Thiès. Ouais. Les grèves des cheminots de Thiès. Ouais, ouais. Et c'est les bouts de bois de Dieu. Les bouts de bois de Dieu, c'était l'une des premières, une des révoltes les plus emblématiques par sa profondeur africaine, elle était africaine, par son engagement des cheminots. Dans cette ville qu'on appelait la ville aux deux gares, c'était la grande ville qui partait, donc le train partait de Dakar, allait vers Bamako. Donc relier toute l'Afrique de l'Ouest. Mais Thiès était le point de passage, la grande guerre. Et c'est là donc que les cheminots se sont retrouvés formés. Et tout de suite, ces cheminots se sont engagés dans le syndicalisme. Absolument. L'engagement politique, syndical, à l'époque coloniale. Et ils ont lancé cette grève-là. Et la cause de cette grève est totalement reliée à ce que vous disiez tout à l'heure, c'était que les cheminots blancs étaient mieux payés que les cheminots africains. C'est ça. Ce qui était inacceptable. Inacceptable. Tout de suite, ils se sont révoltés, ils ont posé le problème. La justice. Ils ont tout de suite posé le problème. Et il faut ajouter un aspect qui n'est pas souvent reconnu, pour ne pas faire du manichéisme blanc-noir. Oui. Dans le syndicalisme des cheminots, il ne faut jamais oublier que dans l'establishment où les colons qui arrivaient au Sénégal comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, il y avait les colons militaires, les colons racistes, les colons formatés blancs, mais il y avait des communistes, il y avait beaucoup de militants de gauche qui s'étaient engagés dans l'entreprise coloniale, mais avec l'idée de libérer, de partager, d'être sensible à la souffrance, à la domination coloniale. Et ces gens-là étaient là. Est-ce que vous vous souvenez de l'un d'eux? Est-ce que certains ont passé des livres aux jeunes Africains, aux jeunes Sénégalais? Parce que je sais que le communisme, c'est aussi un savoir. Ils aiment bien distribuer leur... Ils ont distribué leur littérature de manière confidentielle. Et d'ailleurs, le pouvoir colonial a aussi fait la répression à l'égard de ces colons blancs, mais de gauche, etc. C'est une des dimensions qui n'a pas encore été profondément étudiée et écrite. Mais la grande révolte de Thiès, la révolte des cheminots, politiquement structurée, socialement engagée, était faite par des cheminots, mais avec quelques blancs, des gens de gauche et communistes qui étaient là. Et qui, eux aussi, passaient des informations, des littératures, des livres. Et donc, Karl Marx, la littérature communiste, circulait comme ça, clandestinement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris des œuvres fondatrices de la littérature
et du cinéma africain, et c'est qu'il va avoir un basculement. C'est-à-dire que le Sembène Ousmane ne va plus se contenter d'écrire, d'être un écrivain. Il aura compris que ces informations privilégiées ne doivent pas rester uniquement avec cette aristocratie que vous étiez, et ces gens cultivés, ces familles bien constituées intellectuellement. Il fallait que tout le monde puisse voir ça. Il va passer au cinéma. C'est ça. Et comment Brice Aounou et Sembène a pris cette décision et comment ça s'est passé, ce passage de la littérature au cinéma? Donc nous avons vu, donc on a vu Sembène, donc le soldat, le docker écrivain, qui s'est renforcé comme écrivain, quelques 4 ou 5 bouquins. Et puis les années 60 démarrent, le début des années 60. C'est l'explosion des indépendances. Absolument. Le contexte est très important. C'est une date épaisse, comme on dit en histoire. Épaisse parce que en moins d'1 an, 17 pays africains deviennent indépendants. Ils sont entraînés dans ce mouvement qui a été impulsé depuis la loi cadre 2 années avant. Et Sembène quitte l'Ouest africain, il fait un voyage au Congo. Il va au Congo, le grand fleuve qui partage Brazzaville et Léopoldville à l'époque en deux, et il dérive pendant 10 jours sur ce fleuve. Parce qu'il y a des bateaux qui vont, qui viennent. Et là, il a commencé à observer le monde autrement. Tous ces gens qu'il a rencontrés. Il a dit, j'ai beaucoup écouté, il écoutait les gens. Et il s'est dit, c'est pas vrai, tout ce que j'entends, cette Afrique-là, il faut qu'elle se prenne en charge. Et les gens veulent se prendre en charge. Mais comment toucher ces gens avec les petits romans que j'écris dans mon coin? Il se pose la question. Et là, il sursaute, il dit, basta, je retourne à l'école. Il avait 40 ans déjà. À l'école, c'est quoi? À Moscou? À l'école pour apprendre le cinéma. Oui, c'est ça. Mais il passe à Paris d'abord. Il vient chercher à la recherche du cinéma à Paris. Il rencontre André Bazin, critique de cinéma, Georges Sadoul, critique de cinéma connu aussi. Le plus important critique de l'époque. Du moment, il les rencontre. Et puis il découvre que par le canal des ambassades, on peut trouver quelque chose. Et il trouve donc un stage à Moscou. Et il va donc à Moscou et il sera pris en charge par 2 personnes, Donskoy et Gerasimov, qui vont donc lui apprendre les rudiments de l'art cinématographique. Au bout d'1 an, il comprend ce que c'est que le cinéma, puisqu'il voulait faire du cinéma. Changer de média pour atteindre le grand nombre. C'est quoi le cinéma pour lui? Est-ce que c'est une forme de griot? Est-ce que c'est la culture orale en images? Et qu'est-ce qu'il va dire avec ce cinéma? Je pense que c'est aussi ça, mais c'est aussi la capacité d'atteindre le grand nombre par l'image, avant tout. Que le grand nombre auquel ils pensent que les Africains sont, que ce grand nombre puisse voir la mise en image des questions qui se posent. C'est-à-dire le refus de l'injustice, parce qu'il a découvert très tôt aussi que dans ces pays fraîchement indépendants, la corruption commençait à développer. Mais là, Brice, il faut... Juste un petit pas en arrière. Bien sûr, il faut me renseigner. Absolument. On est en train de... Il faut creuser en profondeur tout le cheminement de Sembène. Oui. Toute cette sensibilité qui, comme la nôtre, tout le monde se forme dans le temps long. Oui. Il y a 2 épisodes, 2 points qui sont importants à ajouter à ce que Brice a dit. Oui. Le premier, il faut le rappeler, Dani. Quand tu as posé la question de l'utilisation par Sembène, disons l'intérêt pour le cinéma, l'image, il ne faut jamais oublier que la culture africaine est une culture du verbe et de l'image. C'est vrai, c'est vrai. Le verbe et l'image, donc le son et l'image sont absolument fondamentales. Moi, je me rappelle très bien, une des premières formes d'éducation qu'on nous inculque quand on est petit, ce sont les images des esprits, les images des ancêtres, les images des arbres, du baobab. Et pour nous, les esprits ont toujours eu une forme et une image. Nous les avons, notre culture est une culture où nous visualisons. C'est-à-dire l'image, elle est absolument fondamentale dans la culture africaine, en plus que du son. Et le son, le verbe même avant le verbe comme mot, mais le son comme énergie, qui fait que dans notre culture traditionnelle, on soigne la maladie mentale par le son. Chez nous, chez Sembène, et chez moi, les Lébou, le Ndep. On soigne la maladie mentale possession pour nos amis par le son. Donc, l'intérêt de Sembène pour le son et l'image
viennent de là. Donc de la culture africaine. De la culture africaine Donc, en profondeur. Je rajouterais justement, au chapitre des images, le rêve est très important, Doudou. Ah oui, Dans absolument. ce type de société. Le rêve. Non, mais c'est très important. On croit qu'il entre dans la culture occidentale alors qu'il s'enfonce dans la culture africaine. Voilà, il utilise la culture occidentale comme les instruments que Sembène, comme beaucoup d'entre nous, ont utilisé la culture occidentale comme instrument. Disons, ils ont appris des techniques, des technologies et des moyens, mais à partir maintenant d'une source beaucoup plus profonde. Et donc, il s'est intéressé à ces techniques-là. Justement. Il a tout de suite compris que ça permettait de donner une grande envergure. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que, évidemment, il a tout ce fond, ce socle qui est important. Mais comme il est rentré dans l'univers, il arrive à Moscou. Mais avant Moscou, il y a toute l'action syndicale qu'on évoquait tout à l'heure, et la littérature marxisante. Donc, il verra tout de suite les choses en se servant de l'instrument de façon dialectique. Ça, c'est très important dans sa construction du Donc même le marxisme, léninisme, c'est un outil se servir d'une caméra. C'est-à-dire qu'il était déjà formé dans la contestation par ses origines africaines. Il n'avait besoin de leçons à recevoir de personne pour savoir se révolter face à une injustice. Tout ce qui lui manquait pour, disons, aller de façon plus vaste, sur un territoire plus vaste, par exemple, et c'est ça le cinéma, c'est-à-dire c'est projeter des images que vous avez rêvées et vous n'avez même pas à être présent au moment où ces images sont projetées. C'est un prolongement, comme la littérature Mais aussi. là, il faut, Dany, ajouter, revenir en arrière, j'aime bien avancer lentement. Quand nous parlons de conscience, il y a une dimension panafricaine chez Sembène qui est très extrêmement profonde, mais il y a aussi une prise de conscience de la violence coloniale qu'il a vécue de manière réelle au Sénégal, mais dans sa grande profondeur, c'est au Congo. C'est au Congo que Sembène, parce que nous en parlions très souvent, et Dany, vous savez, et ceux qui nous écoutent doivent savoir que l'une des formes de violence coloniale les plus atroces a été la colonisation belge. Et que le Congo belge, et le Congo était considéré par Léopold II comme sa propriété personnelle. Oui. Et pour construire le chemin de fer, ça a coûté 10 millions de personnes. Plusieurs millions. En vie. En vie. C'est pas en argent, c'est en vie humaine. Non, en vie. Et avec, évidemment, la violence de l'élimination physique, mais aussi des mains qu'on coupait. Et les historiens belges l'ont documenté avec les photos. Bien sûr. Et donc, quand Sembène est allé au Congo, le peuple congolais qui était marginalisé intellectuellement et tout, mais qui était porteur dans sa tradition orale de cette violence ontologique qu'il avait dans sa chair, la partage avec Sembène. Sembène a pris conscience de cette forme de violence coloniale là-bas, au Congo. Est-ce qu'on peut le suivre en Afrique? Parce que j'ai bien vu après, quand il est devenu très célèbre, il voyageait partout, invité pour présenter ses films ou pour recevoir des prix et des distinctions. Est-ce qu'il est un grand voyageur en Afrique, Sembène Ousmane? Il a bougé beaucoup, oui. Oui, il a circulé. Il a beaucoup circulé. Mais ce point-là est important parce qu'en fait, sa conscience cinématographique de départ qui le lance, c'est le Congo qui lui apporte ça. Alors qu'il est d'Afrique de l'Ouest. Il va au Congo, il découvre ce monde qui vient d'être énoncé par Doudou. Après, il a beaucoup circulé. Parce qu'en fait, en plus, je ne rentre pas dans les détails de la production cinématographique, puisqu'il fallait qu'il aille montrer ses films par-ci et par-là, et qu'à l'époque, ce n'était pas toujours facile de circuler. Je ne sais pas, il y a une photo qui est très connue, c'est Sembène habillé dans le vêtement des gens du Cameroun. C'est ça. Le vêtement des gens du pays Bamoun. Ce très joli chapeau et ses couleurs chatoyantes. Et qui existe encore. Mais l'objet qu'il identifie, c'est quand même cette pipe recourbée comme un point d'interrogation. Bien sûr, c'est qu'il a toujours et qu'on voit sur toutes les photos. Et donc il y avait un côté dandy, un côté élégant. Comme tous les Sénégalais, on a ce côté-là. Et chez nous, le beau est une valeur absolument fondamentale dans la culture sénégalaise, qui fait que si vous allez à Dakar, vous vous mettez dans un coin de rue, que vous voyez les femmes qui vont marcher, vous ne reconnaîtrez pas la bourgeoise de la paysanne, parce nous avons cette culture qu'il fallait, à l'extérieur, le beau on était porteur de ça. Qu'est-ce que je suis ici?
J'ai jamais été cuisinière. Pourquoi madame veut-elle manger du riz? À Dakar, jamais le cuisinier de madame n'a préparé du riz. Et donc, l'esthétique pour nous, et nous l'avons, quand le blanc est venu avec sa culture, nous avons pris chez lui aussi ce qu'il avait, qui nous semblait être de beau, et nous l'avons subverti. Mais en le mêlant à l'esthétique sénégalaise. Donc la culture de la beauté, l'expression extérieure, la noblesse du geste, la posture font partie de la culture sénégalaise. Et Sembène avait cette posture-là, il savait. Parce qu'il savait, Sembène regardait et il se faisait regarder. Oui, mais c'est un point très important parce que dans le cinéma, généralement, et pour faire un cinéma populaire, beaucoup de gens pensent qu'il faut simplement dire ce qu'il y a à dire, présenter les gens. Mais on voit que le cinéma dit populaire de Sembène est un cinéma très esthétisant. Absolument. Malgré tout. Quand on regarde un film comme, j'ai oublié le titre, Moladé, on voit la qualité de l'image, on voit la présentation qu'il fait des habits des femmes, et tout le monde est toujours en situation esthétique. Et donc, il fait un cinéma de grande qualité esthétique parce que le peuple sénégalais a un sens esthétique. C'est ça que vous voulez dire. Le peuple sénégalais a cette culture de la beauté, de l'esthétique, mais toujours chez nous, et ce qui fait notre différence avec l'occidental et jusqu'à maintenant, nous lions toujours l'esthétique à l'éthique et au spirituel. On peut voir d'ailleurs quelques images. Les trois dimensions sont importantes. Et elles sont toujours liées, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, bon, quand je reviens à cette manière de transmission du savoir et de la mystique, du soir après le dîner, quand on nous racontait des histoires, l'image était utilisée, le son était utilisé, et tout était intégré. Mais ce que je voudrais amener comme parenthèse, Brice, très important, dans le contexte cinématographique aussi de l'esthétique Sembène. Il ne faut jamais oublier que Sembène a commencé à utiliser l'instrument de l'image et du cinéma en même temps qu'une autre génération qui est venue un peu, comme Djibril Diop, Mambéty, bien sûr. Et d'autres. Et Djibril Diop, pour moi par exemple, Djibril Diop, pour moi, il est parti très tôt. Je ne sais pas si, Daniel, tu as vu ses films, mais pour moi, Djibril Diop était un génie. Bien sûr. D'ailleurs, et Sembène et lui, bon, ils se parlaient tout le temps, on se connaît, et son frère Vassis Diop qui est ici à Paris. Mais les premiers cinéastes et créateurs africains avaient à la fois la motivation sociale et politique, l'arme de l'image et du son, mais toujours avec aussi cette dimension esthétisante extrêmement profonde. Mais Sembène l'a partagé avec aussi ses amis du monde cinématographique africain. Oui, c'est comme une école. Avec Paulin, ok, mais tous les c'est comme une école. C'est comme une école qui était là. Ben, aussi, on prend un film de Sembène, un film classique, sobre, comme Le Mandat. yaakaar naa de gox bi yëguñu ko. Nijaay demoon nañu ba bitigu naar ba de. ah kon nag yëpp yëg nañu ne am nañu mandat. Nijaay xale yaa ma yoon lu ñu añee tey. wa da ngeen di am nekk te dugal ma ko ah xanaa xamu leen ni may seen jëkkër yéen ñaar ñëpp man maa war a doxal man jigéen ñu baax ba la ñuy def dara wala ñu ko wax dañuy xaar ba seen jëkkër ñëw ñu def ko wala ñu wax ko ah. léegi nag ñëpp xam nañ ne am naa mandat ah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Dieng. Fall. Dieng. Le mandat a eu un impact important
dans la cinématographie africaine. Et quand ce film est sorti, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment c'était? Dans quel état on était? Ben, nous, ça a été bon. On a pris le mandat d'une manière extrêmement forte. D'abord parce que c'était les premières images cinématographiques africaines. Et nous étions, comme on disait, comme on dit encore au Burkina, ils ont une langue. Nos peuples ont soif de leur propre image. On le dit quand la FESPACO a commencé. Une des premières choses qui a été entendue dans le peuple burkinabé, pour applaudir le fait qu'il y avait un festival de cinéma africain, l'idée, le populaire au Burkina, c'était « Nos peuples ont soif de leur propre image ». Oui. Parce que nous avions tous les westerns, tous les films hindous, que nous aimions aussi et tout. Mais on ne se voyait pas. Oui. Et donc on avait besoin de nos propres images. Et le mandat est arrivé. Et le mandat est arrivé, et c'est à ce moment-là qu'on a plongé dedans. D'abord, on a reconnu, on a vu que Sembène connaissait son peuple. Et il le connaissait esthétiquement. C'est quoi, Doudou, c'est quoi cette connaissance? Est-ce que c'est dans les non-dits, les silences? Parce que le mandat, c'est un film calme. Il connaissait son peuple socialement d'abord, et culturellement. Parce que le mandat, c'est une histoire culturelle et sociale. Le mandat, c'est le mandat qui arrive, l'argent qu'on donne, et qui aide la famille. C'est un neveu qui est à Paris, voilà, qui a envoyé, et qui est encore je crois, à peu près 25 000 francs. Et c'est un mandat, mais celui qui a reçu le mandat ne peut pas avoir l'argent parce qu'il a un problème de carte d'identité. Il ne peut pas aller à la banque et prendre l'argent. Et avec un sujet aussi mince, il a écrit. Et puis Sembène a introduit dans le mandat ce que beaucoup de gens n'ont pas vu en profondeur. Comment le savoir, un des piliers de l'Afrique traditionnelle sénégalaise, connaissance, savoir. Pour nous, c'est une soif permanente. Mais également le savoir occidental, qui était aussi à la fois une fascination, et en même temps, et on respectait les diplômés. On les appelait d'ailleurs les Blancs, comme vous aux Antilles, en Haïti. Et rappelez-vous cette figure du mandat du bonhomme qui écrivait les lettres et qui avait mis comme pancarte pour attirer donc les gens qui viennent, parce que son travail c'était d'aider diplômé des hautes études. C'est un écrivain public. Et rien que pour ça, on savait que... Il savait qu'en mettant ça, les gens disaient hautes études. Comme on dit en Europe, comme on dit haute couture. Voilà, des hautes études. On ne s'occupait pas de ça. Lui, c'est un homme de savoir. Donc ce mandat, quand cinématographiquement parlant, comment il a touché les Africains, les Sénégalais, en dehors de l'aspect social ou de l'aspect politique? Il y a aussi les gestes, les gens se sont reconnus dans la gestuelle aussi. Absolument, oui. Tout ce que Sembène a montré, il l'a puisé dans la société sénégalaise, les personnages, les costumes, la manière de parler, de se mouvoir. Les gens n'ont pas toujours été attentifs à ce que Sembène a essayé à reproduire avec une profondeur et une authenticité. Parce que dans la culture africaine, et notamment sénégalaise, la gestuelle, la forme, c'est-à-dire celle de marcher, de bouger, de parler, de bouger le bras, la tête, tout ça c'est codé. Les vêtements? C'est des lectures. Les vêtements c'est des aussi. signes et des symboles. Et Sembène les a reproduits. Et on a tout de suite reconnu. Oui. L'œil de Sembène, c'était l'autre. Est-ce que quand on regarde un film, on peut reconnaître aussi la gestuelle d'un autre groupe social? Ah oui, absolument. Il a reproduit ça parce que c'était aussi le Sénégal dans sa structuration sociale féodale, etc., très profonde. Et Sembène, et c'est là donc la dimension militante et sociale de l'égalité, c'est Sembène. Le militant qui s'est ensuite nourri par le communisme et tout le reste est marqué. Ce pilier, cette sensibilité sociale-là, qui était inscrite dans la société sénégalaise traditionnelle, qui était une société inégalitaire aussi, etc., Sembène l'a senti, l'a vécu, et l'a traduit dans son film. Vous l'avez dit, inégalitaire. Est-ce que, d'après vous, en regardant ces films-là, ça a eu un impact
ça prise de conscience politique, ouais, oui, absolument. une prise de conscience politique. Au Sénégalais, nous les jeunes, moi j'étais dans ce lycée colonial, mais je venais de l'école primaire à Dakar, et le lycée colonial, et donc assoiffé, portant toujours sur le colon un regard extrêmement critique, parce qu'on oublie toujours que le dominé observe toujours le dominateur. Et donc, le blanc ne nous voyait pas parce qu'il était aveuglé par son racisme. Venez avec moi. C'est par ici. Et c'est ça, d'ailleurs, sa faiblesse fondamentale, à long terme. Il ne nous voyait pas. Il nous avait enfermés dans une catégorie de non-pensée. Et nous avons toujours, les peuples coloniaux, observé le colon. Et savoir comment il s'habille, quels sont ses gestes, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Et nous les avons observés. Et Sembène les a observés et nous les avons également Est-ce qu'on avait critiqué Sembène à l'époque en disant, en exposant tout cela, on permettrait aux Blancs de savoir un peu plus de nous? Est-ce qu'il y a eu des débats comme ça? Si, c'était une des dimensions du débat. Je reviens à cette figure de complexité du rapport à l'Européen, au Blanc, qu'il y avait le Blanc colon avec son casque, avec son pouvoir, sa morgue, etc., dans ces quartiers, de Dakar, là-bas, au plateau. Mais il y avait les militants communistes et de gauche qui étaient là avec les Africains et qui ont donc aidé Sembène, comme les dockers dans le port et les cheminots à Thiès, la conscience politique. Et donc, Sembène avait aussi cette dimension-là de l'utilisation de l'image comme pédagogie. Il ne s'agissait pas seulement de s'adresser aux Sénégalais, mais aussi en montrant le film à l'occidental, de lui montrer quelle est la société sénégalaise et de l'aider à la conscientisation. D'ailleurs, l'accueil a été intéressant. Sembène est un pédagogue. Sembène n'est pas seulement un esthétique, c'est un pédagogue. J'aimerais dire que c'est un pédagogue qui a fait l'analyse des rapports de force de la société. Parce qu'avant d'en arriver au mandat, Dany parlait tout à l'heure du mandat. Le mandat existe en deux versions. Une version en Wolof, tournée entièrement en Wolof, et une version tournée entièrement en français. Ça veut dire quelque chose. Les deux versions ne sont pas les mêmes, mais c'est quand même la même idée, le même film. Il y avait ça. Mais avant d'arriver au mandat, il y a quand même deux films importants qu'il fait. Dans le premier film qui lance le cinéma africain sur l'orbite, on ne peut pas oublier, je dirais, La Noire 2. Et un peu avant, Le Borom s'arrête. Quand il démarre, on est en 65, Borom s'arrête, La Noire 2. Donc toujours des figures de souffrance et de militantisme et de supériorité. La Noire 2 et le Borom s'arrête. S'arrête, ça veut dire c'est le pauvre qui pousse sa charrette. En fait, bien sûr, c'est celui qui. C'est juste pour dire que le mandat est l'aboutissement de ces trois films qui ont précédé. Voilà, il y en a un dont je n'ai pas cité le titre, c'est Niaï. Dans le film Niaï, qui est entre à la fois Borom s'arrête et donc La Noire 2, il y a un film qui s'appelle Niaï, sur ce qui s'est passé dans un village, pour aller très vite, un insecte. Mais ce que je retiens dans ce film qui est très important, Sembène est un précurseur là. C'est le premier à montrer au XXe siècle que l'on peut partir à la guerre et revenir avec des troubles mentaux. Les Américains l'ont fait bien après avec la guerre du Vietnam, et cinématographiquement, c'est lui qui monte dans ce village. Il y a un ancien combattant. C'est Niaï. C'est Niaï, absolument. C'est le premier à montrer ça. Qui est l'histoire d'une promise. Et en fait, il y a eu un inceste. C'est ça, absolument. Fait par le chef du village, qui est le père de la fille. Et il y a aussi quelque chose qui semble presque shakespearien. Il y a quelque chose qu'on pourrait mettre même dans Hamlet. C'est-à-dire, c'est l'oncle qui pousse le fils qui est traumatisé à tuer le père. Il y a quelque chose qui rappelle Hamlet dans ce sens-là. Et travers de la société, il met le doigt dessus. Il met le doigt, d'ailleurs, ça me fait penser après à ce qu'il fait après, puisqu'il fait Hala, ou peut-être Emitaï avant. Emitaï avec les femmes qui refusent de donner au colon. Restons sur cette partie-là parce que c'est intéressant, parce que là, on n'est plus dans l'Afrique face à l'Occident, le dominé face au dominateur, on est entre nous, comme on dit. Dans la société sénégalaise, avec Niaï. Avec Niaï et Allah. C'est-à-dire que Allah, on est entre nous, c'est la corruption.
Ouais. Et c'est comment ça se passe difficilement, ça coince dans la société. Absolument, ouais. Et l'homosexualité. l'homosexualité, l'excision avec Molade, absolument. l'excision avec Molade. Donc, comment ça a été reçu? Là, on a le Donc, ça a Sembène été reçu par les Sénégalais d'une manière extrêmement enthousiaste. Ils se sont reconnus dedans. Et est-ce que ça a eu un impact, par exemple, sur des travers de la société? Ça a renforcé la conscientisation politique qui était en train de se faire avec les écrits d'intellectuels, nos débats, tout ça, etc. Et tout ça, ça fait partie du mouvement profond qui a abouti justement à cette scène historique quand De Gaulle est venu à Dakar pour vendre sa marchandise, donc pour proposer que les pays africains acceptent de faire partie donc de la communauté au lieu d'être indépendants. Moi j'étais là, je sortais de mon lycée de Blanc à la place de l'indépendance qui était à un quart d'heure de lycée. On était là quand De Gaulle a parlé et qu'on a commencé à sortir nos pancartes, à crier. J'étais tout gamin et il s'est fâché. Il a dit je m'adresse aux porteurs de pancartes, etc. Et donc il y avait cette révolte-là. Et ensuite, Senghor avec sa complexité et tout ça. Et les autres, les hommes politiques, certains. Donc ce n'était pas uniquement Sembène Ousmane, non, il y avait une Sembène était partie d'un mouvement profond. Et ce mouvement profond était capital pour comprendre aussi les films et les livres de Sembène Ousmane. Absolument. Sembène est nourri et est porteur de cette mémoire, de cette culture et de cette sensibilité sénégalaise en profondeur. Le cinéma, il l'a utilisé comme instrument. Et dans cette culture, il y avait à la fois l'esthétique, mais il y avait la sensibilité sociale, la sensibilité à la misère, à l'inégalité, au problème des castes, à la question de l'homosexualité, qui est une des réalités africaines. Par exemple, maintenant, si vous allez au Sénégal, vous trouverez des groupes plus ou moins religieux qui tiennent un discours. Par exemple, il y a un débat actuellement au Sénégal depuis quelques années pour les droits des homosexuels. Et il y a des mouvements religieux qui font des manifestations, qui n'en est pas question, ce n'est pas dans notre culture. Ils ne connaissent pas leur culture. L'homosexualité a toujours fait partie de la culture traditionnelle sénégalaise, en profondeur. Et parce que le sexe au Sénégal est quelque chose d'extrêmement ouvert. Donc, par la parole, par la gestuelle. Par exemple, le mot amour. Il y a 50 mots qui veulent dire le mot amour dans ces nuances. De l'amour sexuel physique à l'amour le plus sophistiqué. Tous ces mots, nous les avons dans notre culture. Mais le sexe est quelque chose dont la culture sénégalaise s'est décomplexée. Depuis longtemps, on parle. Les enfants sont assis quand les parents parlent de sexe dans le Sénégal traditionnel. Et le plaisir sexuel, mais l'amour aussi romantique. Et tout ça, dans notre enfance, quand on était assis là avec les parents, nous entendions ça. Donc, l'homosexualité a été là dans l'Afrique traditionnelle. Beaucoup d'intellectuels le refusent, mais on sait qu'elle a existé en profondeur. Et ça a été assumé, qui font que d'ailleurs, dans cette période complexe de l'indépendance, vers la fin des colonies et l'indépendance, la société sénégalaise, l'homosexuel avait un rôle social. Au Sénégal. À Dakar, quand vous vouliez organiser un grand événement social avec beaucoup de panache et inviter les gens, on le confiait aux homosexuels qui étaient connus, qui ne se cachaient pas. On les appelait Gordigen. Gordigen veut dire homme-femme. Et les Gordigen au Sénégal... Avec un savoir. Un savoir et une image. Et on rigolait d'eux, et les Gordigen l'assumaient, et on les voyait dans la rue, ils marchaient, ils remuaient les fesses, ils se maquillaient, et tout le monde rigolait, et on les acceptait. Oui, comme avec une image sociale, et donc on leur confiait le rôle d'amuser, et on les acceptait. Il y avait une tolérance profonde. Et il y a une des images, je pense que c'est la Khala et autres, où on voit l'homosexuel quand il y avait cette soirée-là, cette réception, qui poussait le chariot avec les boissons, et qui remuait le fichier comme ça. Le mot Allah, vous avez dit ça, et vous avez parlé de sexualité. Il faut quand même pas oublier, ça veut dire perte de puissance sexuelle temporaire. Et c'est intéressant est-ce que le Sénégal a perdu sa puissance, pas forcément sexuelle, et est-ce qu'il y a un nouveau Sembène actuellement sur la scène
au Sénégal, c'est-à-dire je pense qu'il y en a beaucoup. Un artiste aussi formé. Il y a il y a eu toute une génération de jeunes cinéastes qui sont en train de revenir parce qu'il y a eu un moment où le cinéma sénégalais, la littérature sénégalaise ont été un peu... Après Senghor, les présidents qui ont suivi n'ont pas eu cette sensibilité intellectuelle. Et donc il y a eu une perte de cette créativité. Mais là, il y a une génération de cinéastes qui sont en train d'exploser. Et qui écrivent, qui produisent, hommes et femmes. Le nombre de jeunes filles sénégalaises qui sont en train de produire des films, des documentaires et des films de fiction, c'est une explosion. Et d'ailleurs, ils sont en train de se battre pour qu'on crée un institut de cinématographie et que l'État adopte chaque année un budget pour aider les jeunes. Donc, la graine de Sembène a germé. Et Sembène représente, encore pour eux, cette figure tutélaire inspiratrice avec Djibril Diop, Mambéty et les autres, et d'où donc la Sénégalaise Mati Diop, Mati Diop, la fille de Wassis Diop, le chanteur, qui a eu le prix de Cannes l'année dernière, le Grand Prix. Pour le film Atlantique. Mati a été formé dans cette culture. La petite Sénégalaise. Donc la graine a germé. Mais il reste peut-être le Sembène internationalement connu. Que j'ai vu moi-même à Toronto, le cinéaste fêté aux États-Unis et en France, à Cannes. Et qu'est-ce que cela a eu comme impact sur la culture sénégalaise? Comment vous avez vu cet enfant du pays, cet enfant de votre groupe social, vous précisément, et avoir un accueil universel pour la qualité de son cinéma, pas seulement pour, c'est pas par exotisme, mais pour la qualité de son cinéma et la puissance de son projet. Je me souviens que Hébert, qui est un des grands critiques de cinéma américain, celui qui faisait les Thumbs Down, Thumbs Up, et qui voyait 800 films par an, avait dit du film Molade qu'il était le meilleur film de Cannes parce qu'il était le plus urgent par le sujet et le mieux esthétiquement fait. On revient à notre point de départ, votre sens de l'esthétique. Comment vous avez vu la splendeur de... Mais là, Denis, il faut revenir à un point qui est central dans la figure de Sembène et de grands intellectuels sénégalais, même on trouve Senghor et d'autres. Il ne faut jamais détacher la créativité de Sembène, l'esthétique de Sembène, l'utilisation du cinéma, son militantisme dans les ports, etc. et tout le reste, de ce qui fait, à mon avis, la richesse de la culture sénégalaise. Il ne faut jamais oublier, et moi je le dis non pas pour différencier le Sénégalais du Congolais ou du Sud-Africain, mais nous avons chez nous cette culture profonde qui est symbolisée par un mot qu'on nous enseigne dès qu'on est le plus jeune, le plus petit possible, et qui est à mon avis le potomiton de l'éthique sénégalaise, de la culture sénégalaise. Je le dis en wolof, nit ay garabam. On nous enseigne ça dès qu'on est petit. Nit ay garabam. Nit ça veut dire l'homme. Nit ay garabam. Nit ay garabam. Garabam. Alors ça veut dire l'homme est le remède de l'homme. C'est ça qu'on nous enseigne dès qu'on est gamin au Sénégal jusqu'à maintenant. C'est donc dans la culture traditionnelle que je rappelle d'une société plurielle. La société sénégalaise a toujours été marquée par la diversité. Ce qui fait que nous n'avons jamais connu de conflit ethnique au Sénégal, ni tribal. Jamais dans notre histoire. Et que dans les mêmes familles, toutes les familles sénégalaises sont pluriethniques, ce que vous voulez. Et donc, nous avons c'est ce qui fait que la teranga sénégalaise et la famille structure sénégalaise, on a toujours été une structure de rassemblement. Et que même le blanc, nous l'avons intégré dans cette humanité. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois cette tension d'une identité assumée qu'il fallait fleurir, accepter, profondément s'enraciner, mais également l'ouverture aux autres. Senghor a traduit ça dans toute sa pensée. Donc cette dialectique entre l'identité et le pluriel et l'autre, et l'altérité, est une des profondeurs au Sénégal. Ce qui fait que
Sembène parlait à son peuple, mais parlait au monde nécessairement. Parce que tout simplement, le Sénégalais parle toujours au monde. Comme Senghor, c'est ce qui a fait Senghor et ce qui a fait tous les autres. Donc, l'universel Est déjà intégré. est déjà intégré dans la culture, la démarche, et l'éthique, l'esthétique et toute la sensibilité de Senghor. Ce qui fait que le Sénégalais s'adapte n'importe où dans le monde. Vous prenez un Sénégalais, vous l'amenez dans le pôle Nord. Et quand j'ai commencé mon travail à l'UNESCO, j'étais l'adjoint de Blaise Senghor, qui était un des neveux de Senghor, qui était un cinéaste. Qui a fait du cinéma d'ailleurs. Cinéma, et puis malheureusement il est mort trop tôt. Le grand Magal à Touba. Et j'étais son adjoint parce qu'il m'avait pris de Sciences Po, j'étais militant de l'association des étudiants sénégalais. On me coupait la bourse tout le temps, on était arrêtés, tabassés, là, etc. Mais il m'a pris, et je suis resté 8 mois sans salaire parce que les étudiants pro-senghoriens m'attaquaient tout le temps, etc. Bon. Et il a fallu qu'il aille voir son oncle pour dire, mais tu m'avais demandé de prendre un jeune intellectuel pour être mon assistant à l'UNESCO. J'ai pris quelqu'un, voilà, 6 mois, on ne l'a pas payé parce qu'il est attaqué par des étudiants senghoriens. Et c'est son oncle qui a débloqué. Donc c'est pour dire que Blaise Senghor préparait, et je l'aidais avec ça, son idée était de faire un film on prend un Sénégalais avec sa culture, son bagou, son ouverture, on l'amène au pôle Nord. Vous le déposez dans un village inuit, vous le laissez la neige, le froid, revenez dans un an, il sera le chef de village. Il va se mettre à donner des leçons, il sera marié évidemment à une femme, et il va commencer à organiser les gens. C'est une expérience. Le Sénégalais s'adapte dans n'importe quel coin du monde, parce qu'avec cette culture-là qui est identitaire, profonde, traditionnelle et ouverte au monde. Doudou Diène, vous êtes venu là invité avec votre modestie, mais avec votre bagou. À la fin, on a compris qu'il était le chef du village ici. Alors, les gens vous ont écouté. On aimerait bien savoir maintenant qui est celui qui parle si bien de l'Afrique, du Sénégal et de Sembène Ousmane. Est-ce que nous présenter peut-être Brice ou Doudou, qui est ce Doudou Diène qui nous parle depuis... J'aimerais dire un petit mot de lui. On parle de cinéma depuis tout à l'heure. Évidemment, Doudou Diène il a une réputation mondiale, parce que vous le voyez là, mais c'est le rapporteur spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies pour la question des droits de l'homme. Plusieurs dossiers ont été des dossiers résultant des enquêtes qu'il a menées, il continue encore cela, mais sont ses fonctions officielles et autres. Mais ce que je voudrais dire, surtout évidemment, pour ceux qui connaissent la route de l'esclavage à l'UNESCO, qui a été ce grand programme, justement, ce grand programme apparu au début des années 90 et qui est un programme célèbre, il a été un inventeur. Je pourrais énumérer comme ça des choses qu'il a faites. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que le cinéma a été sa première séduction de départ. En fait, c'est un cinéaste que nous avons à côté de nous. Ça serait bien qu'il nous raconte comment il est tombé dans le cinéma et pourquoi on ne l'a pas vu après. Mais avec Sembène, par exemple, il va nous raconter un lien. On a eu un lien parce que d'abord, moi, j'ai toujours aimé le cinéma. Le cinéma que nous aimions dans la période coloniale, c'était à la fois les westerns, on nous vendait le génocide indien, on l'avalait, le cowboy, on tuait l'Indien, on nous montrait l'Indien, le mauvais, le barbare, et le soldat bleu, le héros. Et on était du côté du soldat. Etc. On était du côté du soldat parce que ça nous montrait. Et les films indiens, Mangala, Fille des Indes, on entendait toutes les chansons, on les chantait tout le temps, on le dansait, etc. Donc on a toujours aimé, parce que je reviens d'année à cette donnée ontologique de la culture africaine et sénégalaise, le son et l'image. Nous avons toujours aimé le son et l'image, donc le cinéma tout de suite était quelque chose que nous avons intégré, apprivoisé, aimé. Et donc les cinémas sénégalais, d'abord les cinémas de plein air, on nous montrait des images, il y avait le monde était tout le temps là, quand on quittait les familles, et aussi les grands cinémas. Et donc le cinéma a fait partie de comme la littérature, comme les romans pour nous, que nous passions, d'une manière d'ailleurs et on s'est arraché les pages, et tout le reste, et les dessins animés qu'on nous vendait. Mais là où le cinéma a été aussi important, c'est que moi, par exemple, quand j'ai fini
j'ai fait le lycée Van Vollenhoven avec cet environnement colonial. On était 5 ou 6 noirs africains. Le reste, c'était tous les grands blancs. Hein. C'était pas les petits blancs là qui étaient au lycée Van. C'était les grands blancs, etc. La bourgeoisie etc. coloniale. Et quand je n'ai pas eu de bourse d'État. Mais comme mon grand-père avait fondé cette ville et que j'étais donc faisais partie de ce qu'on appelle les familles, etc. Et la ville de Caen a offert à la ville de Thiès des bourses. Et c'est là que donc le pouvoir politique local a choisi les enfants de grandes familles, dont moi. On m'a donné une bourse, je suis allé à Caen, j'ai fait mes études. Mais quand j'ai fait mes études, j'ai dit à mes parents, en fait, je voulais faire du cinéma. Déjà, j'étais imprégné de la culture cinématographique. Je passais mon temps à lire, à aller au cinéma, etc. Comme quand je suis venu à Paris, j'ai passé toutes mes soirées à la cinémathèque, Langlois. Tout le temps, j'étais tout le temps là quand je sortais de Sciences Po ou de lycée. Et donc, je voulais faire du cinéma. Et j'ai même commencé à écrire quelques scénarios. Et avec un journaliste français, on a fait un scénario qui s'appelle L'œil. L'œil, on l'a écrit ensemble. J'étais encore étudiant. Et un copain, Tchernosso, qui a fait le Tcharoy avec Semben, a pris ce scénario, je lui ai montré, il l'a pris. Malheureusement, il l'a pris, il est rentré avec au Sénégal. Et il a fait le film, après il nous a coupé, mais il a fait le film. Mais ma pulsion originale, ce que j'aurais aimé faire, c'était du cinéma. Quel genre et de l'écriture. Cinéma? Quel genre de cinéma? C'est-à-dire des images en mouvement. Son et images, mais toujours avec une histoire, parce que pour moi, le cinéma a toujours été ce qu'on m'a appris en Afrique, une histoire d'abord. Le cinéma est une histoire, on raconte une histoire, c'est un récit. Un récit imagé. Un récit imagé. Est-ce qu'il y a de la musique là-dedans? Toujours. Dans l'image, dans la sénégalaise. Et je te donne un exemple. On revient au Lébou. Et ce qui a marqué en profondeur Semben est le mystique Lébou. Et je disais tout à l'heure, Brice, que le son et l'image sont des fondamentaux de la culture africaine et Lébou. Et notamment le son. Chez nous, les Lébou de la côte, celle de Semben, nous savons qu'en Afrique, que le son nourrit, guérit et tue. On a dans l'Afrique traditionnelle, c'est les Bantous comme en Afrique de l'Ouest, des connaisseurs de son qui peuvent utiliser un son pour te tuer. Et qui ont par exemple au Sénégal, les gens ne le savent pas, beaucoup de petits blancs n'y croient pas, ce qu'on appelle les djats. C'est-à-dire qu'on a dans la culture sénégalaise des familles qui ont un savoir qui fait que le lion, ils djattent, ça veut dire ils apprivoisent le lion. Ils peuvent être dans la savane, le lion les attaque, ils commencent à utiliser le verbe. Ils parlent au lion et le lion arrive devant, et comme un chat. Il s'assoit en utilisant le son. Et ce son-là, nous l'utilisons dans ce qu'on appelle, comme thérapie ce que vous appelez en Occident la maladie mentale, pour soigner. Parce qu'on part de l'idée chez les Lébous que chaque être est porteur d'un son ontologique qui lui appartient. Ton son et le tien, comme le mien, comme celui comme nos... Mais ce son ontologique, quand vous avez un problème mental, il faut trouver ce son-là. Alors, toute la thérapie du NUP, qui a fait l'objet d'un film, que tu le sais, dans toutes les écoles de médecine d'Occident et de France, avec Colomb, qui a été un psychiatre au Sénégal, on part de l'idée que celui qu'on désigne comme un fou en Occident, dès qu'il a des maladies mentales, la première explication, c'est il y a une rupture entre lui et la société. Il y a quelque chose dans sa tête, dans sa vie, qui a été déséquilibré. Et on le soigne à la fois par le son et par le rituel. Et le rituel, l'acte fondamental du rituel final, c'est quand cette personne qui a la maladie mentale est prise en charge par des femmes, des vieilles qui ont un savoir, qui le baignent pendant des jours et qui l'accompagnent. Et la dernière scène, c'est quand il est dans toute la communauté, il est là prostré, bavant, machin, et il y a sur le côté les jours de tambour, d'instruments, et qui commencent à jouer des sons, et les voix des femmes qui accompagnent ces sons. Et tout ça est ritualisé et organisé. Et ça peut durer des heures et des heures, et il module les sons des voix et les sons des tambours. Et il y a un moment
où la personne atteinte qu'on décrit comme mentale saute comme si on l'avait piqué. Comme si on l'avait piqué d'une aiguille. Elle saute. Et c'est là que les spécialistes des sons qui sont là, les tambours et des voix, savent qu'ils ont cerné son fondamental. Et littéralement, ils le reconstruisent en jouant sur les sons des tambours et des voix. Et littéralement, la personne qui commence à s'agiter de manière effrénée, et quand il s'agite, toute la communauté l'accompagne dans l'agitation. Ça devient une danse. Et lentement, ces mouvements désordonnés, le son qui est en train d'être joué, leur structure, et deviennent lentement ordonnés. Et littéralement, on le réénergise par le son. Donc le son est quelque chose de fondamental chez nous, et il a parlé de colon. Donc il y avait un désordre du fait qu'avec son son fondamental, voilà, il fallait retrouver son son fondamental et le reconstruire. Pour faire la mécanique. Et ça, Sembène le sait, parce qu'il a vécu dans la femme. C'est-à-dire mettre une harmonie. Voilà, le réharmoniser avec sa communauté qui l'accompagne, et ce que les antipsychiatres ont trouvé plus tard. Le malade n'est jamais en rupture avec la société, et la société doit l'accompagner, et il n'est pas fou, mais on le guérit. Et donc, on le rétablit, on le réénergise. Et c'est même le fait ça. Juste de dire à ce niveau justement que la société sénégalaise a donné justement cette leçon à ces psychiatres qui sont venus, dont Colomb, et tout le mouvement d'antipsychiatres sont nourris ce qu'on le faisait. Et j'aimerais savoir deux petites choses très simples. Vous avez peut-être une génération plus jeune que Sembène, une vingtaine d'années peut-être plus jeune. Qui, moi? Oui. Ben, Sembène pour moi était un grand frère. Hein, oui, Sembène, c'est cela. C'était mon grand frère, mais grand frère l'aîné, quoi. Oui, c'est ça, une vingtaine d'années. Et quand est-ce que vous l'avez vu? Vous vous souvenez, vous avez des images de lui personnellement? L'image des débats qu'on avait eu entre nous. D'abord, il ne faut jamais oublier que, cinéma, littérature, Maspero, les livres, mais tout ça était orienté vers le combat anticolonial. Oui. Et le combat identitaire. Ce qui fait que nous avions tout le temps des débats. Nous étions dans la FEANF, nous étions dans les associations. C'est vraiment des intellectuels. C'est pas de cela que je veux parler. Vous êtes vraiment des intellectuels. Comment était-il? Est-ce qu'il buvait du café au lieu du thé? Est-ce qu'il fumait? Il fumait de la pipe? Moi, ce que j'ai retenu de Sembène, c'est deux choses. Sembène était un homme d'écoute. Sembène était un être silencieux. Hein? Sembène n'était pas un grand bavard. Sembène écoutait beaucoup. Je confirme. Et très écouteur. Et d'ailleurs, cette posture d'écoute a été renforcée par cette gestuelle de la pipe. Okay. Parce que le fumeur de pipe est quelqu'un qui se concentre de l'intérieur, qui ferme la bouche. Il faut fermer la bouche. Et Sembène était un être qui écoutait beaucoup. Est-ce qu'il mangeait beaucoup? Est-ce qu'il avait une bonne... Il aimait échanger, débattre. Ces conversations. Et sa formation marxiste l'avait amené aussi à être un dialecticien. Parce qu'on passait notre temps à nous castagner intellectuellement par des analyses etc. Et Sembène participait à ça. Avec tout le monde, nous, les jeunes, les plus anciens, etc. Donc c'était quelqu'un d'abordable. D'abordable, de débatteur. Comme il était plus âgé que vous, donc il était facilement approchable. Oui, parce que pour nous aussi, il y a l'aîné qu'on aime, qu'on approche, mais l'aîné aussi, on l'écoute, mais il doit nous écouter. Nous avons cette culture d'un débat critique qui fait que le jeune Sénégalais, il a le respect pour l'aîné, mais il n'a aucun complexe, il le challenge. Tout le temps. Quand l'aîné dit quelque chose, et dans notre culture traditionnelle, on peut lui dire oui, l'aîné, c'est bien, mais attention, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il était aussi élégant que vous, cette élégance vestimentaire? Est-ce que ça l'intéressait? Brice, comment tu le voyais? Est-ce que c'était un anarchiste qui s'habillait comme il voulait, qui traînait, ou bien c'était... Non, les souvenirs que j'ai de lui, par exemple, quand on allait au FESPACO, la grande fête du cinéma africain, en général, il venait avec des tenues africaines, pas forcément sénégalaises. Il était souvent... il mettait les costumes burkinabés ou camerounais, ainsi de suite. Il aimait bien quand même se mettre... Tous les costumes africains, il les mettait. Mais donc c'était quelqu'un qui aimait s'habiller. Oui. Il avait cette élégance qui vient de là. Il a beaucoup contesté la culture africaine aussi dans ses films. Il a posé les problèmes de corruption, les problèmes d'excision. Mais on sent quand même que c'était quelqu'un qui était très attentif au rituel. Ça faisait partie de sa culture, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons cette culture où l'esthétique et l'éthique et le spirituel sont profondément liés. Et ce qui fait que Sembène, dans cette culture qui est la culture lébou, la culture wolof, aussi était
extrêmement sensible aux rituels, aux mythes et aux rites. Jusqu'à maintenant, nous tous, nous sommes extrêmement sensibles, comme moi, et ce qui fait que j'ai beaucoup aimé le bouddhisme. Et dans mon travail à l'UNESCO, j'ai lancé la route de la soie, d'abord avant la route de l'esclave, où j'ai été en Asie profonde, en Mongolie, en Chine et en Japon, pour reconstruire tout ce qui s'est passé dans le continent eurasiatique, depuis le plus loin qu'on peut le dater sur le plan intellectuel, culturel, mystique, religieux et social, poétique. Et j'ai organisé des expéditions avec mes collègues internationaux. Ce qui fait que, donc, j'ai toujours été sensible et mon regard a toujours été de voir ce qu'il y avait dans le rituel, la forme, l'expression, le lien entre l'esthétique, le spirituel et le mystère. Et Sembène était aussi porteur de ça. Si je comprends bien, même avec quelques années de différence, cette culture est restée la même. Tout ce que vous avez fait à l'UNESCO et autres, on ne vous l'a pas appris, ça vient de votre culture La source, profonde. la graine vient de chez moi. C'est-à-dire que vous voulez effacer les frontières, et vous voulez interrelier les religions, vous voulez garder la dignité humaine et contester l'injustice. Absolument. Et c'est ça le cinéma de Sembène. Descends vite tes papiers. Vite. As-tu une autorisation de venir ici? C'est défendu ce quartier au Gorom s'arrête. Sembène, sa sensibilité sociale et politique est le facteur dominant. Et il l'a utilisé il l'a exprimé en utilisant tout ce que sa culture traditionnelle lui a inculqué. Mais sur le plan cinématographique, Sembène a été beaucoup plus orienté vers l'efficacité du message politique que vers l'esthétique. Djibril Diop a été beaucoup plus sensible d'esthétiser la culture sénégalaise et de le montrer par l'image, et il l'a fait avec le génie que nous connaissons. Donc, voilà, deux figures où l'esthétique de Djibril Diop, profonde, extraordinaire, incroyable, a rejoint le social de Sembène. Il y a une complémentarité. Djibril Diop qui a failli faire d'ailleurs son premier film, son premier long juste avant le mandat. Il avait déjà tourné les premiers éléments. Donc ce que vient de dire Doudou là est très important. Mais dans un café africain, dans un café on rêve aussi. Sembène avait des rêves de films. Il y a des films qu'il n'a pas pu réaliser. Il avait le rêve d'un film consacré à l'Almami Samori Touré. Samori étant cette figure de la partie guinéenne de l'Afrique qui a été déportée par le colon au Gabon à une époque. Et toute sa vie, il a essayé de faire ce film, mais ça devait être une fresque importante. Ça, il n'est pas arrivé à le faire. Et ça me fait penser... On en parlait très souvent. Et j'étais prêt à l'aider, d'ailleurs, disons, contribuer, parce que j'aimais beaucoup à l'époque écrire et tout ça. Et je m'étais inscrit à l'IDEC, tu sais, à l'époque. Bien sûr. Et l'IDEC, c'était l'Institut des études cinématographiques en France. L'école. Ils m'ont dit que c'était une affaire de saltimbanque, va faire Sciences Po et droit et tout ça. Mais je voulais faire du cinéma. Donc, et Sembène, Samori, on en a parlé beaucoup. Effectivement, ça a habité Sembène en profondeur. Et avec Djibril Tamsir Niane et tous les autres, on se retrouvait et on parlait. Djibril est un grand historien guinéen. Donc la figure de Samori, parce que Samori était le résistant anticolonial, mais le résistant mystique aussi. Par excellence. Tous nos grands résistants. El Hadji Omar comme Samori, avait à la fois l'islam, mais également la mystique africaine traditionnelle, comme Serigne Touba. Et jusqu'à maintenant, ce mystère n'a pas encore été écrit et traduit, mais elle est encore là, chez nous. Et qui fascine d'ailleurs, une grande fascination. Et qui fascine d'ailleurs, vraiment, et ce café magnifique, ce premier café où avec Brice Aounou et naturellement Doudou Diène, on a pu entendre parler de Sembène Ousmane dans toutes ses dimensions, écrivain, cinéaste, homme de lutte sociale, grand voyageur, esthétisant, mais dans l'efficacité.
et naturellement toute sa culture profonde venant de ses origines, avec Brice qui va nous dire le dernier mot. Oui, Danny, on n'a pas parlé de toute l'aventure américaine de Saint-Ben. C'est ça. Donc, à vous d'aller chercher. Saint-Ben avait une longue aventure américaine, même dans sa propre famille, mais on vous laisse le plaisir de chercher ça. Ouais. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est que je parlais des rêves dans un café tout à l'heure de Saint-Ben. Il écrivait encore un scénario avant de disparaître. Et malheureusement, la maladie est arrivée, il se battait contre cette maladie, et puis hop, il subit une opération. Donc anesthésie générale et autres et compagnie. Et puis, à la fin de cette séance médicale, il se réveille. Il y avait juste pas loin de lui, dans la salle, son assistant, Clarence Delgado, qui était là. Clarence, oui, mon petit frère, mon neveu. Et il appelle Clarence, il dit « Clarence, viens voir ». Clarence se rapproche de lui, il dit « Prends un stylo, note, j'ai trouvé la fin de mon film ». Il était en train d'écrire un film depuis très longtemps, un scénario. Un lit d'hôpital. Donc il se réveille et il trouve quel était le titre de ce film. C'était La confrérie des rats. Et il dicte à Saint-Ben, à Clarence, la fin donc, de ce film. Et Clarence prend note, et Clarence se met à pleurer d'émotion. Et Clarence nous dit, alors il ne sait pas si Saint-Ben sait qu'il pleure, parce que visiblement il ne pourra pas le faire au vu de son état à ce moment-là. Mais il trouvait que c'était extraordinaire pour un homme de cette trempe de se réveiller de ce long sommeil et d'avoir trouvé la fin de ce film, La confrérie des rats, qui devait, d'après le récit de Clarence, montrer encore une autre dimension de comment la corruption se déployait, comment les gens comment les rats se mangeaient entre eux. Ça n'arrête pas, ça n'a pas de fin. Un intellectuel est toujours en mouvement, son esprit est toujours en ébullition. La confrérie des rats. J'aimerais entendre une dernière fois cette note, c'est-à-dire l'homme est le remède de l'homme dans la langue. Nitei Garabam. Ça, c'est le potomiton mystique et intellectuel et éthique du Sénégalais. L'homme est le remède de l'homme. C'est-à-dire que rien ne peut être fait, tu ne peux rien faire sans l'autre. L'altérité est intégrée à l'identité, à l'autre. Ça, c'est la richesse sénégalaise. C'est la relation. Mais voilà, et on vous retrouvera dans une autre réunion de café, parce qu'on ne peut pas dire un autre café, puisque même si le café, ce n'est pas seulement une boisson, c'est une manière de se rencontrer et de causer. Absolument. Il faudra que vous servez le café la prochaine fois. Moi, je ne bois pas de café, moi. Je suis un buveur de thé. Non, mais vous avez bien dit. Non, c'est pour moi. Non, moi, je suis un buveur de thé. Je ne bois pas de café. Mais c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que Saint-Ben était thé ou café? Il buvait les deux. Hein. Il faisait les deux. Mais le Sénégalais est d'abord un homme de thé. Le thé sénégalais, le thé mort, ça fait partie de la culture sénégalaise. Et surtout un homme de conversation interminable. Ça reprend, ça renaît, et ainsi va l'homme sénégalais, celui qui soigne, ne peut être soigné que par l'autre. Voilà, l'homme est le remède de l'homme. Ça, c'est... L'odeur du café, Dany Laferrière. Merci. On n'a pas abordé, mais on le fera une autre fois. Saint-Ben et le sexe. Parce que Saint-Ben vient de la culture sénégalaise où le sexe est absolument... Vous avez abordé avec l'homosexualité, mais on aurait naturel, vivant, vital, poétique, amoureux. Et Saint-Ben aimait la femme. L'histoire de Mbissine. Et Saint-Ben comme père de famille. Hein? Et Saint-Ben comme père de famille. Il a, c'est ça. Oui. Saint-Ben comme père de famille. Oui, il a été un père de famille, oui, absolument. C'est pour ça. Il était mon père de famille. Mais Saint-Ben aimait la femme aussi. Il était très sensible, comme tous les Sénégalais. On est très... Le Sénégalais est naturellement amoureux. Amoureux. Et je vous dis, il y a 50 mots pour dire le mot amour dans la langue wolof. Mais ça serait bien de... Vous pouvez nous en dire quelques-uns? Quelques-uns. Amour, not nala, dan, etc. Comme le mot orgasme, on a 20 mots pour le dire, etc. Vous savez, le Sénégalais a cette langage fleuri, libre au Sénégal.